L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Corentin Célin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes historien, professeur spécialiste des États-Unis. Ceux qui vous suivent sur Twitter se délectent de vos analyses quasi en temps réel de la politique américaine. Et vous signez une chronique hebdomadaire pour Les Jours, le journal tout en ligne du temps long, des grands formats. Ça s'appelle This is America. On sait que l'on ne sait rien, Corentin Célin, ainsi en va la politique américaine. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que le prochain président américain sera un homme, le plus vieux jamais élu, qu'il sera blanc et qu'il sera natif du nord-est des États-Unis. C'est le point commun entre Biden, Sanders, Bloomberg et Trump, quoique Bloomberg il est dans les choux. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis d'aujourd'hui ? Alors effectivement, ça dit première chose que les femmes sont une nouvelle fois les grandes oubliées de ce scrutin. C'est très étonnant. On avait une offre politique de femmes, de grandes sénatrices, de grands États, Amy Klobuchar en Minnesota, Kamala Harris en Californie. Et une fois de plus, on se retrouve chez les démocrates avec deux hommes très âgés, blancs, qui sont en politique depuis très longtemps. C'est aussi le signe, c'est un peu le résultat des grandes défaites démocrates de 2010, de 2014, qui ont fait qu'il n'y a pas eu ce renouvellement des générations dont on avait l'habitude. Mais c'est aussi le fait que, il ne faut jamais oublier, ce sont des élections qui sont sur un mode de financement privé et les grands investisseurs, ils préfèrent miser, les grands donateurs, sur des, gens sûrs et des candidats éprouvés. Voilà ce que ça nous dit. Et elle est où la jeune génération démocrate ? Est-ce que cette génération-là, celle de Sanders, celle de Biden, a écrasé d'une certaine façon la jeunesse qui donne de la voix ? On pense à Ocasio-Cortez, évidemment, qui fait beaucoup parler d'elle. Oui, alors évidemment, on a cette inconnue d'Ocasio-Cortez qui ne pouvait pas se présenter, un interdit constitutionnel, elle a moins de 35 ans, donc elle ne pouvait pas être candidate, ni pour président d'ailleurs, ni pour vice-président. Par ailleurs, ce qui est à souligner, c'est que cette jeune génération, comme je disais, des grandes défaites dans la décennie de 2010 lors des élections pour le Sénat, pour le poste de gouverneur, donc forcément des jeunes qui n'ont pas éclos du côté démocrate et effectivement un décalage entre un parti qui se revendique, le Parti démocrate, comme celui de la jeunesse et des minorités raciales et qui se retrouve avec deux hommes très âgés et blancs. Voilà, ça c'est vraiment un grand paradoxe, mais les électeurs ont tranché et effectivement le choix chez les démocrates après ce Super Tuesday, il est clairement maintenant entre Joe Biden et Bernie Sanders. Voilà, alors pour revenir à ce Super Tuesday, effectivement, l'enseignement à l'heure où l'on se parle, c'est lequel ? Alors, il y a plusieurs enseignements. Premièrement, évidemment, et tout le monde aux États-Unis titre surtout là-dessus, c'est que Joe Biden paraît revenu d'entre les morts. Il faut quand même nuancer, il était favori durant toute l'année 2019. C'est vrai que, et c'est une grande nouveauté, il a eu des résultats catastrophiques aux deux premières primaires en Iowa et au New Hampshire. Jusqu'ici, personne n'était jamais revenu de ça. Eh bien, lui, il est revenu avec un point fort, le vote afro-américain. On le voit dans le sud, là, lors de ce Super Tuesday, il a écrasé Bernie Sanders dans l'électorat afro-américain. Et c'est cet électorat afro-américain qui reste un socle de l'électorat démocrate. Et Biden y est très fort. Et donc, c'est ce qui l'a propulsé aujourd'hui à un grand nombre de victoires. Donc, première chose, un Biden, effectivement, qui revient. Alors, on va dire qu'il redevient favori, désormais. Mais, et Bernie Sanders, deuxième leçon, gagne la Californie, puisque Associated Press lui a attribué l'État depuis plusieurs heures, gagne la Californie, donc le plus grand État, là où il y a le plus de délégués, le plus grand État démocrate aussi. Ce qui ne veut pas dire, pardon, qu'il va engranger tous les délégués. Pour autant, le système est un peu compliqué en Californie. Bien sûr, il ne va pas. Mais pour lui, c'est quand même un soulagement, parce que c'est vrai que par ailleurs, il a eu plutôt une mauvaise nuit, mais il a gagné la Californie, et en termes de délégués, grâce à la Californie, il fera sans doute jeu égal avec Joe Biden. Donc c'est ça les deux grandes leçons. Une très très belle nuit pour Joe Biden, qui redevient favori, mais un Sanders qui a aussi des arguments. Donc, est-ce que la conséquence de ce que vous venez de dire est qu'on va doucement s'acheminer vers une convention ouverte cet été à Milwaukee, convention démocrate, qui là peut être très compliquée à gérer ? Oui, alors, quand même rappeler que ces conventions disputées ont disparu. La dernière à laquelle on pense, c'est une convention républicaine en 1976 entre Reagan et Ford. Ça remonte. Disputée, pardon, c'est-à-dire qu'on arrive à la convention et qu'on ne connaît pas le candidat et vous avez deux candidats qui peuvent prétendre. Alors effectivement, ce scénario prend de la force aujourd'hui puisqu'on va avoir deux hommes au coude à coude qui vont avoir du mal à arriver au chiffre magique de majorité absolue des délégués en juin.
À voir, attention quand même, si l'un des deux se mettait à accumuler les victoires, il y aura une pression très très forte au nom de l'unité du parti. Ne pas oublier que la présence de Trump, Trump c'est le golem, c'est l'ennemi. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y aura une pression très très forte si l'un des deux parvient à accumuler les victoires pour qu'il y ait un retrait et l'unité du parti avant la convention. Ce que ce Super Tuesday dit aussi et démontre une fois de plus, c'est la fracture de ce parti démocrate entre l'aile centriste et l'aile plutôt à gauche, très à gauche, incarnée par un Sanders. Est-ce que dans l'histoire du parti, cette fracture a déjà été aussi forte ? Elle n'a jamais été aussi nette. Il y a 4 ans, elle était en partie voilée par le fait qu'on réduisait beaucoup à la question d'Hillary Clinton, de l'héritage de son mari président. Aujourd'hui, on voit vraiment, au-delà des hommes, des personnes, un affrontement idéologique vraiment qui est d'une netteté absolue. D'un côté, Biden incarne un social-libéralisme qui domine le Parti démocrate depuis 1992 et Bill Clinton, justement, de compromis avec le capitalisme libéral, de régulation faible et surtout de gradualisme dans l'exercice du pouvoir. On ne promet pas trop, on essaye de faire ce qu'on peut, de réformer la société de manière progressiste, mais lentement et de manière graduelle. Et face à ça, on a un Sanders qui a rassemblé toutes les gauches, toutes les traditions de gauche états-unienne, la gauche rooseveltienne, la gauche populiste, et qui, lui, promeut un modèle de transformation radicale. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment un choc, et un choc qui maintenant va être dans sa clarté, puisque vous l'avez dit, Elizabeth Warren est sur le point de se retirer, Michael Bloomberg ne devrait pas faire de vieux os non plus, donc on va vraiment se retrouver maintenant dans un face-à-face avec une opposition idéologique vraiment nette. Et alors, pour poursuivre, est-ce que le Parti démocrate, comme l'a fait le Parti républicain après l'élection de Trump, qui n'était pas 100% derrière lui au départ, est capable de faire la synthèse entre ces deux branches-là, tant la fracture est grande, synthèse importante pour remporter l'élection ? Alors justement, c'est toute la question. Il va falloir se disputer sans se déchirer. Il faut pas voiler qu'aujourd'hui, si Biden a ce retour, c'est parce qu'il y a eu une réunion de tous les sociolibéraux modérés derrière lui par peur de Sanders. C'est le tout sauf Sanders qui a prévalu aujourd'hui. Tout sauf Sanders, pardon, ou tout sauf Trump ? Alors aujourd'hui, c'est le tout sauf Sanders, et parce qu'on pense que Sanders, les sociolibéraux pensent que Sanders n'est pas éligible face à Trump. Donc il faut se débarrasser de Sanders pour avoir soi-disant le meilleur candidat contre Trump. Et c'est ce qu'a promu aujourd'hui Joe Biden. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il faut faire en sorte de combattre Bernie Sanders sans l'humilier, parce que si jamais les partisans de Bernie Sanders, qui a des électorats très forts, on le voit aujourd'hui, chez les jeunes de 18 à 35 ans, il prévaut. Chez les hispaniques, il réussit de très bons scores, d'où sa victoire en Californie. Il ne faut surtout pas se couper de ces électeurs-là, parce qu'ils seront indispensables à la victoire. Donc toute la difficulté pour Biden aujourd'hui, c'est de combattre Bernie Sanders en disant qu'il n'est pas l'homme idoine pour aller contre Trump, mais sans l'humilier. Et ça va être très compliqué. Sanders, comment expliquer que cet homme qui a plus de 70 ans, qui est dans son genre, qui a été indépendant, d'ailleurs qu'il est encore, je crois, aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas officiellement membre du Parti démocrate, qu'est-ce qui plaît tant, qu'est-ce qui séduit les jeunes Américains chez quelqu'un comme Bernie Sanders ? Alors, Sanders est dans le « et en même temps » parce qu'il est démocrate pour la présidentielle, mais il reste indépendant, effectivement, pour le Sénat, pour la sénatoriale. Qu'est-ce qui plaît à Sanders ? C'est qu'il offre justement une alternative idéologique radicale. C'est-à-dire qu'il promeut une gauche de transformation radicale des grandes idées. Par exemple, son Green New Deal, qui est aussi beaucoup défendu par Alexandria Ocasio-Cortez, c'est-à-dire on arrête les compromis. On n'a pas de compromis possible avec le capitalisme libéral. Et ça, évidemment, ça plaît beaucoup. C'est très idéaliste, extrêmement fort en termes de mobilisation populaire. Et donc, c'était vraiment son pari de dire moi, j'incarne cette mobilisation active de la jeunesse. Le problème, c'est que justement, si on regarde un peu déjà les chiffres du Super Tuesday, oui, les jeunes ont voté massivement pour Sanders, mais ils ne sont pas venus très nombreux aux urnes. Et c'est ça qui lui manque aujourd'hui. Et alors justement, pour continuer dans cette réflexion, est-ce que cette radicalité de Bernie Sanders, dans des clous quand même assez raisonnables en termes de politique, en tout cas d'un point de vue européen, elle n'est pas la meilleure carte à jouer face à la radicalité de quelqu'un comme Donald Trump ? C'est tout le choix, et ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir avant novembre. Aujourd'hui, on a un choix clair. Joe Biden, il dit on continue comme avant. Ça a bien marché, j'étais le vice-président d'Obama. Il y a vraiment cette notion chez Biden, il le met tout le temps en avant. Revenir aux jours heureux d'Obama, transformer lentement la société états-unienne. C'est l'exemple de l'assurance santé. Biden dit non,
on va améliorer l'Obamacare, on va laisser sa place au secteur privé, en essayant de couvrir le maximum de gens. Quand Sanders veut tout balayer. Et Sanders, lui, il veut nationaliser entièrement, il veut une assurance santé publique. Donc on voit bien, c'est un choix clair. Et Biden, donc, c'est le retour aux jours heureux d'Obama. Et Sanders dit, non, sous Obama, tout n'est pas allé bien, en particulier, paradoxalement, pour les minorités afro-américaines. Pour la minorité afro-américaine, la présidence Obama, ça n'a rien changé en termes de pauvreté, d'éducation. Il faut un changement radical. Et comme vous le disiez, justement, Sanders, il dit, on ne combattra pas Trump avec des demi-mesures. On a essayé en 2016. Sanders, il dit, regardez, vous avez essayé Hillary Clinton, elle a perdu. Mais ce que j'allais vous dire, est-ce que le Parti démocrate a vraiment fait son droit d'inventaire, en ce sens qu'une grande partie pense toujours que l'élection de Trump est accidentelle et pas vraiment structurelle? Les jours heureux d'Obama, comme vous le disiez, ont finalement abouti à l'élection de quelqu'un comme Donald Trump. Alors, on est dans le paradoxe, mais justement, aujourd'hui, j'allais dire... En partie, parce que la route est encore longue, les électeurs démocrates ont tranché. Ils ont dit quand même, de manière assez massive, que eux, Biden, ça leur va, et qu'effectivement, sans doute que 2016, ça tenait beaucoup peut-être à une candidate qui avait des failles dans sa campagne, etc. Mais que si on se réunit derrière un personnage aussi consensuel et expérimenté que Joe Biden, ça peut le faire. Sanders n'est pas d'accord. Il dit non, il faut changer de programme, il faut parler aussi à d'autres électeurs. Sanders, il veut reconquérir, par exemple, les électeurs blancs populaires des États industriels qui ont basculé pour Trump en 2016, avec du protectionnisme, par exemple. Avec du protectionnisme de gauche, pas le même protectionnisme que Trump, mais justement, changer le logiciel idéologique. Et aujourd'hui, on voit que Biden redevient favori parce que lui, il incarne plutôt en disant « Non, 2016, c'était un accident de parcours, on va tous se réunir contre Trump et cette fois-ci, ça passera. » Ce vote des ouvriers blancs, pauvres américains, il est pour beaucoup, effectivement, dans la victoire de Trump il y a 4 ans. Encore une fois, en ne favorisant pas peut-être Sanders qui peut miser là-dessus avec un discours très proche des classes moyennes, voire des classes pauvres. Est-ce qu'encore une fois, les démocrates ne se tirent pas une balle dans le pied en prenant quelqu'un de l'establishment qui est peut-être loin de ses réalités? Alors, c'est tout le paradoxe là, pas personnel de Joe Biden. Parce que Joe Biden, il a construit toute sa carrière politique en disant moi, je suis un fils de la working class, de Scranton, donc il est du Delaware, mais qui est frontalier de la Pennsylvanie. Bon, vraiment, j'appartiens à cette working class. Sauf que, oui, il y appartenait peut-être il y a 80 ans, mais aujourd'hui, Joe Biden est un emblème des élites washingtoniennes, etc. Et lui dit, moi, je peux parler je suis un homme blanc, j'ai des origines working class, je peux parler à cet électorat populaire, blanc, ouvrier de Pennsylvanie. Pennsylvanie, justement, un des États qui a basculé pour Trump en 2016. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il peut encore leur parler? Ce sera un des enjeux si jamais il est le candidat du Parti démocrate. Rien n'est sûr. D'un mot, Corentin Célin, c'est évidemment pas votre première campagne électorale américaine. Qu'est-ce que celle-ci vous inspire? Elle apporte des nouveautés radicales. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le Super Tuesday est beaucoup plus important que les premières primaires d'Iowa et New Hampshire qui, d'ordinaire, faisaient les vainqueurs. Changement de paradigme historique. On voit également le poids, et c'est ce qui nous explique aussi pourquoi on finit avec deux vieux hommes politiques, le poids du financement privé des élections qui fait qu'on favorise l'expérience, la sécurité, par rapport peut-être à un renouvellement plus fort. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur ce plateau. On vous retrouve donc dans This is America toutes les semaines, dans les jours. C'est en ligne, vous revenez quand vous voulez. Je crois qu'on va voir les derniers chiffres qu'on a. On le disait, le Texas a priori remporté par Joe Biden, la Californie par Bernie Sanders. Et donc, ces deux hommes qui sont pas très loin, vous le voyez, 600 délégués remportés pour Biden, 660 pour Joe Biden, 586 pour Sanders. On ne sait qu'on ne sait rien, disait Corentin Célin. Ainsi va la politique américaine. Merci beaucoup, à bientôt. L'info continue et l'édition spéciale de Paris Direct avec Damien Coquet.